La rivière Lumina, autrefois un symbole de stabilité, a chuté de 87% en une seule nuit, transformant le paysage en un corridor de roches sèches sur plus de 240 km. Les capteurs hydrologiques, qui avaient auparavant signalé une parfaite stabilité, n'ont détecté aucune anomalie avant cet événement soudain. Ibrahim Traoré et son équipe sont confrontés à un défi sans précédent: comprendre comment un système hydrologique stable peut s'effondrer sans avertissement. La disparition soudaine de la rivière Lumina ne se limite pas à un simple événement naturel. C'est un avertissement sur la fragilité des systèmes hydrauliques modernes. En moins de 24 heures, les trois régions alimentées par la rivière se sont retrouvées sans source d'eau stable. Ce phénomène déstabilise non seulement l'approvisionnement en eau, mais menace également l'agriculture, la stabilité énergétique et la sécurité alimentaire d'Oralis. Ibrahim Traoré et son équipe, chargés de comprendre ce qui a causé ce bouleversement, savent qu'ils sont face à un défi bien plus vaste: un système complexe de nappes phréatiques, de barrages modulés et de capteurs autonomes pourrait avoir échoué dans son ensemble. L'enquête qui suivra devra révéler non seulement les causes de ce cataclysme, mais aussi ce que cela signifie pour l'avenir de l'écosystème d'Oralis. L'incertitude grandit à chaque minute. Le temps presse pour éviter une crise encore plus profonde. À peine 12 heures avant que la rivière Lumina ne cesse de couler, tout semblait normal. Les capteurs hydrologiques affichaient des données parfaites, aucune variation, aucun signal d'alarme. Puis, soudainement, tout a changé. À 03 h 17, la station hydrométrique de l'Étard enregistre une chute brutale du niveau de l'eau, de 4800 mètres cubes par seconde à moins de 900. Un changement aussi drastique que soudain, sans aucune explication apparente. Les techniciens, pensant d'abord à une erreur, recalibrent les appareils, mais les données ne changent pas. La rivière, un des plus grands réservoirs naturels d'Oralis, s'effondre sous les yeux des experts. Les stations en aval confirment la même anomalie. Ibrahim Traoré et son équipe prennent alors conscience de la gravité de la situation. Ce n'est pas une simple fluctuation naturelle, mais un effondrement systémique d'un réseau hydrologique hybride. La rivière Lumina, qui alimentait trois régions entières, a cessé de couler. Les experts commencent à émettre des hypothèses: une rupture dans le système de nappe phréatique, une faille dans l'architecture des barrages modulés, ou encore un phénomène géologique imprévu. Mais rien ne prépare les chercheurs à ce qui va suivre. En quelques heures, la situation devient critique. Les réservoirs secondaires, qui auraient dû compenser la perte du débit principal, restent vides. Les canalisations, censées distribuer l'eau vers les zones périphériques, n'ont plus de pression. Les stations de pompage autonome, pourtant récentes et fonctionnelles, se retrouvent incapables de fournir l'eau nécessaire. Les premières équipes de secours sur le terrain ne trouvent que des tuyaux vides et des réservoirs qui ne se remplissent plus. Le système, qui semblait inébranlable, se révèle incroyablement vulnérable. Au fur et à mesure que l'ampleur de la crise se dévoile, les chercheurs se rendent compte que l'écosystème de la Lumina ne dépend pas uniquement des pluies et des crues saisonnières, mais d'un système caché, invisible à leurs yeux. Le réseau hydrologique qui soutenait la vie dans cette région est en train de s'effondrer lentement, et personne ne sait pourquoi. Dès les premiers signes de l'effondrement de la rivière Lumina, Ibrahim Traoré et son équipe se lancent dans une analyse détaillée des données, espérant identifier l'origine du phénomène. Leur investigation les conduit à une conclusion alarmante: cette crise n'est pas seulement le résultat d'une perturbation naturelle, mais d'une défaillance systémique dans l'infrastructure hydrologique de la région. Les nappes phréatiques interconnectées, les barrages modulés et les capteurs autonomes, qui avaient été conçus pour gérer les fluctuations du climat, se révèlent incapables de résister à un événement d'une telle ampleur. Mais c'est l'émergence de Liora Nems, une ingénieure hydrogéologue formée à l'Institut d'Oralis, qui va jouer un rôle clé dans la compréhension de cette crise. Spécialisée dans la dynamique des nappes profondes, Liora a déjà relevé, dans ses rapports internes, des irrégularités que ses collègues n'ont pas jugées préoccupantes. Lorsque l'effondrement du débit de la rivière se produit, Liora se rend immédiatement sur le terrain, dans la vallée de Rétan, une des trois zones alimentées par la Lumina. Là, elle fait une découverte déroutante: les réservoirs secondaires, qui auraient dû stabiliser l'approvisionnement en eau, ne se remplissent pas comme prévu. Même après 22 heures, les canalisations restent vides, un signe que le réseau hydrologique a perdu sa capacité d'auto-équilibrage. Cette observation marque un tournant dans l'enquête. Liora commence à comprendre que la crise de la Lumina n'est pas isolée, mais qu'elle reflète un dysfonctionnement beaucoup plus profond et difficile à détecter.
Les premières découvertes de l'IORA révèlent un aspect méconnu du système hydrologique, une architecture invisible qui a été ignorée jusqu'à ce moment crucial. L'IORA et son équipe se retrouvent confrontés à un problème complexe dont les racines plongent bien plus profondément qu'ils ne l'avaient imaginé. Les premières heures suivant la chute du niveau de la rivière Lumina sont marquées par une série de réactions en chaîne. Dès 03 à 17, lorsque la station hydrométrique de l'Étard enregistre une chute brutale du débit, les techniciens essaient de comprendre ce qui se passe. Les alarmes se déclenchent dans toute la région, mais les premières évaluations suggèrent qu'il s'agit d'une erreur de calibration. Cependant, lorsqu'une seconde station, située 42 km en aval, confirme la même anomalie, il devient évident que quelque chose de beaucoup plus grave se produit. En l'espace de quelques minutes, la situation s'aggrave rapidement. Le débit de la rivière Lumina tombe de 4,8 à moins de 900 mètres cubes par seconde, un déclin inexpliqué et dramatique. Ibrahim Traoré et son équipe se précipitent pour analyser les données historiques, cherchant des indices qui pourraient expliquer ce phénomène inattendu. Les rapports antérieurs ne montrent rien d'anormal, pas même des signes précurseurs. En fait, tout semblait stable avant l'incident. Alors que les équipes tentent de trouver une solution, les réservoirs secondaires, censés pallier la baisse du débit, ne fonctionnent pas comme prévu. Les canalisations, qui devraient redistribuer l'eau, sont à sec. Dans les vallées de Rétan et d'Unrel, les premières équipes de secours arrivent sur place et constatent que les réservoirs et les stations de pompage, qui ont été récemment rénovées, sont hors d'usage. Les pompes n'aspirent que de l'air, un signe que le système hydrologique ne réagit pas comme il le devrait. Au même moment, Liora Nems et ses collègues commencent à s'interroger sur l'intégrité du réseau souterrain. En étudiant les premiers relevés consolidés, elle remarque des anomalies dans les conduites souterraines. Des vibrations irrégulières dans les canalisations suggèrent que l'eau ne circule pas de manière fluide, mais plutôt par à-coups, comme si une pression souterraine perturbait le flux normal de l'eau. Le dysfonctionnement des pompes autonomes et la lente disparition de l'eau dans les réservoirs secondaires témoignent d'une défaillance beaucoup plus grave qu'un simple manque d'eau. Il devient évident que la rivière Lumina n'est pas simplement à sec, mais que l'ensemble du système hydrologique de la région a perdu sa capacité d'autorégulation. Les chercheurs se retrouvent confrontés à un dilemme. Comment expliquer la disparition soudaine d'un fleuve entier sans aucun signe avant-coureur? L'hypothèse d'un effondrement géologique, jusqu'alors négligée, devient de plus en plus plausible. L'équipe commence à envisager la possibilité d'une cavité souterraine inconnue ayant aspiré l'eau de la rivière. L'IORA, après avoir observé des signes de vide dans les conduites et les réservoirs, fait un lien avec une ancienne hypothèse sur la présence d'un réseau de cavités profondes non cartographiées sous Oralis. Ce réseau aurait pu dévier une partie de l'eau de la rivière Lumina, provoquant la chute brutale de son niveau. Au fur et à mesure que l'investigation progresse, il devient clair que cette crise dépasse largement la simple perturbation d'un écosystème local. Ce qui se passe sous Oralis pourrait bien remettre en question la conception même des infrastructures hydrologiques dans toute la région. Les premières heures de l'effondrement de la rivière révèlent la fragilité d'un système que l'on croyait invulnérable. Mais une question demeure: comment un système aussi complexe a-t-il pu échouer aussi soudainement? Le mystère s'épaissit alors que chaque nouvelle donnée semble confirmer l'existence d'un phénomène souterrain caché à l'œil nu. À mesure que l'enquête sur la disparition de la rivière Lumina progresse, les chercheurs commencent à analyser les données collectées par les capteurs hydrologiques, géologiques et environnementaux. Les résultats préliminaires révèlent des anomalies préoccupantes qui renforce l'hypothèse d'une défaillance systémique dans le réseau souterrain. Le premier indicateur clé provient des mesures de pression dans les nappes phréatiques profondes. Avant l'effondrement, la pression moyenne enregistrée était de 158 bars, une valeur stable correspondant au cycle saisonnier habituel. Cependant, après la chute brutale du débit de la rivière, cette pression a chuté de manière significative, atteignant seulement 101 bars. Cette baisse de pression dans plusieurs galeries souterraines est un signe clair que l'eau a été aspirée à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'un simple manque de débit aurait pu provoquer. Selon les experts, cette chute soudaine de pression suggère un phénomène d'absorption massif, probablement lié à un vide sous la surface capable d'aspirer l'eau de la rivière Lumina. Le deuxième chiffre crucial provient des pertes latérales mesurées dans les conduites périphériques. Les capteurs de dérivation indiquent
une perte de 12,4% du volume d'eau restant chaque heure durant les premières 12 heures après l'effondrement. Cette perte est anormalement élevée, bien au-delà des seuils habituels. Elle suggère que l'eau ne disparaît pas de manière naturelle, mais qu'elle est attirée vers une cavité souterraine dont l'emplacement reste encore inconnu. En outre, cette perte excessive de volume soulève une question fondamentale. Comment un phénomène souterrain peut-il affecter l'ensemble du réseau de distribution sans laisser de traces visibles? Les données thermiques fournies par les cartes de chaleur du sous-sol apportent également un éclairage supplémentaire. Ces cartes montrent des zones de refroidissement soudaines et localisées dans des segments de la rivière et de ses affluents. Ce refroidissement est inhabituel et ne correspond à aucun schéma climatique connu. Les chercheurs supposent que ce phénomène pourrait être lié à un déplacement rapide de l'eau vers une cavité souterraine. Cette observation, bien que préliminaire, semble corroborer l'hypothèse d'un phénomène géologique sous-jacent, peut-être une chambre souterraine non répertoriée. En parallèle, les analystes ont comparé les données historiques du débit de la rivière Lumina avec les mesures actuelles. Avant la catastrophe, le débit moyen était de 4,750 mètres cubes par seconde, une valeur stable et constante depuis près de 9 ans. Après la chute, le débit est tombé à seulement 620 mètres cubes par seconde. Cette baisse radicale, presque instantanée, contredit les modèles hydrologiques standards, qui prévoyaient une dégradation progressive. Ce changement soudain suggère que la disparition de l'eau ne résulte pas simplement d'une réduction naturelle du flux, mais plutôt d'un phénomène mystérieux et inexpliqué. Ces chiffres et observations fournissent des preuves irréfutables que la disparition de la rivière Lumina est le résultat d'une cause bien plus profonde et complexe que ce que l'on imaginait. Les données recueillies par les capteurs indiquent qu'un mécanisme souterrain, non détecté jusque-là, est en train de perturber l'équilibre hydrologique de la région. Si cette hypothèse est confirmée, elle pourrait changer radicalement la manière dont les scientifiques et les ingénieurs abordent les crises hydrologiques à l'avenir. En réponse à la crise hydrologique qui secoue la région, deux théories principales émergent parmi les chercheurs pour expliquer la disparition soudaine de la rivière Lumina. La première, défendue par un groupe de géologues, suggère que l'effondrement de la rivière résulte d'un phénomène géologique rare, probablement lié à l'apparition d'une cavité souterraine sous Auralis. Selon cette hypothèse, une structure géologique préexistante, inconnue jusqu'à présent, aurait soudainement absorbé une quantité d'eau massive entraînant la chute brutale du débit. Cette idée repose sur des observations récentes de zones de pression négative détectées dans le sous-sol, suggérant que l'eau de la rivière pourrait avoir été dirigée vers une cavité non répertoriée. Les partisans de cette thèse font valoir que certaines régions d'Auralis, encore mal cartographiées, pourraient abriter des formations géologiques complexes, telles que des réseaux karstiques ou des cavités profondes, capables de se reconfigurer sans provoquer de secousses sismiques détectables. Selon cette théorie, la lumina aurait disparu dans ces structures souterraines, et les données collectées sur la pression et la température ne seraient que des signes d'un phénomène géologique ancien et inconnu. Cependant, malgré la plausibilité de cette hypothèse, elle soulève encore plusieurs questions. Si une telle cavité existait, pourquoi n'avait-elle pas été détectée auparavant? En revanche, la deuxième hypothèse, soutenue par un autre groupe d'experts en infrastructure, propose que la disparition de la rivière Lumina soit due à une défaillance en chaîne du système hydrologique. Selon cette théorie, les barrages modulés, les canalisations souterraines et les tunnels de dérivation qui soutiennent le réseau de la rivière ont subi une faiblesse progressive culminant dans une rupture systémique. Une microfuite dans le réseau, combinée à une baisse soudaine de la pression dans les nappes phréatiques, aurait créé un point de rupture dans le système hydrologique, entraînant un effondrement total du débit. Les analystes de cette thèse estiment que la dégradation de l'infrastructure, bien que lente, a atteint un point critique, provoquant la disparition du flux principal. Ce qui distingue cette théorie, c'est qu'elle ne repose pas sur un événement géologique soudain, mais sur une défaillance systémique, où chaque maillon du réseau a contribué à l'effondrement global. Si cette hypothèse est correcte, elle suggère que l'absence de mesures préventives et de maintenance a permis au système de devenir plus vulnérable, ce qui a rendu la crise encore plus difficile à gérer. Cependant, cette approche ne répond toujours pas à la question de l'ampleur et de la rapidité de l'effondrement, et pourquoi les capteurs n'ont pas détecté de signaux avant-coureurs de défaillance. Tout au long de l'enquête, une vérité surprenante commence à émerger.
La disparition de la rivière Lumina n'est pas le résultat d'un événement isolé, mais d'un phénomène bien plus vaste et complexe. Les découvertes récentes suggèrent que la rivière n'a pas disparu, mais a été déplacée. En examinant les données géologiques et hydrologiques, Ibrahim Traoré et son équipe commencent à comprendre que l'eau de la Lumina a été redirigée vers un réseau souterrain qui n'avait jamais été détecté. Les premières analyses montrent que l'eau s'est infiltrée dans une cavité profonde située sous Oralis, une structure géologique qui était jusque-là inconnue des chercheurs. Ce mécanisme invisible semble être responsable de l'absorption rapide de la rivière, provoquant une chute brutale de son niveau. Cette révélation bouleverse les hypothèses précédentes. Ce n'est pas seulement une question de gestion des ressources en eau ou de défaillance d'infrastructures, mais une transformation géologique du sous-sol qui a modifié les dynamiques hydrologiques de la région. La crise n'est donc pas simplement un problème d'approvisionnement en eau, mais un défi géologique et environnemental majeur, nécessitant une réévaluation complète des systèmes hydrologiques d'Oralis. Les répercussions de la disparition de la rivière Lumina se manifestent rapidement dans toute la région d'Oralis, affectant à la fois les populations, les infrastructures et les secteurs économiques essentiels. Dans les districts urbains, la pression domestique chute en moyenne de 41%, forçant les habitants à s'adapter en limitant leur consommation d'eau. Les points de distribution, déjà surchargés, deviennent des centres de coordination communautaire. Des files d'attente se forment pour obtenir l'eau. Et les familles organisent des rotations pour assurer une répartition équitable. Dans les zones rurales, l'impact est encore plus direct. Les puits communautaires, alimentés par des nappes intermédiaires, se stabilisent à des niveaux irréguliers, forçant les habitants à se déplacer davantage pour trouver des sources d'approvisionnement. Les fermes, qui dépendaient de l'irrigation de la Lumina, commencent à subir des pertes importantes. Les rendements agricoles chutent de manière significative, entre 18% et 27% dans les premières semaines suivant l'effondrement. Les cultivateurs improvisent des systèmes de micro-canaux, mais ceux-ci ne suffisent pas à compenser la baisse du flux. Les infrastructures hydrauliques qui étaient censées maintenir un équilibre entre les différentes sources d'approvisionnement sont désormais en crise. Les réservoirs secondaires, incapables de se remplir correctement, laissent les canalisations sans pression. Les stations de pompage autonomes, pourtant récentes, se retrouvent inefficaces, incapables de transférer de l'eau là où elle est nécessaire. La défaillance de ces installations critiques crée une instabilité dans le réseau de distribution d'eau, affectant les services essentiels comme les hôpitaux et les centres de soins. Les écoles et les cantines scolaires adaptent leurs horaires et leurs menus, limitant les quantités d'eau utilisées. Les quartiers périphériques sont les plus touchés, car ils ne bénéficient pas des infrastructures de secours mises en place dans les zones centrales. Dans le domaine économique, l'industrie légère et les secteurs agricoles se réorganisent pour s'adapter à cette crise de l'eau. Les cycles de production sont réduits et les entreprises qui dépendent de l'eau pour leur processus de fabrication, comme celles des régions industrielles de la vallée de Réthane, adoptent des horaires de travail plus courtes. Les ports sautés et ports fluviaux, qui jouaient un rôle clé dans le transport des marchandises, subissent une réduction de trafic en raison de la baisse de l'approvisionnement en ischio. Les chaînes logistiques s'adaptent à cette nouvelle réalité et plusieurs compagnies déplacent temporairement leurs installations vers d'autres corridors de transport. Au-delà des impacts immédiats, la crise de la Lumina modifie les rapports sociaux et économiques dans la région. Les échanges interdistricts deviennent plus fréquents et improvisés, alors que les zones les plus touchées demandent de l'aide aux districts voisins. Le stress hydrique localisé devient un phénomène visible, et certaines régions doivent faire face à un véritable exode temporaire de leur population, à la recherche d'eau et de ressources vitales. Les, les répercussions sociales de cette crise se manifestent dans la manière dont les communautés réorganisent leur vie quotidienne autour de l'absence d'une ressource de base, et comment l'incertitude sur l'avenir devient omniprésente dans les discussions locales. Alors que la crise de la rivière Lumina continue de bouleverser la région, les experts en hydrologie, géologie et infrastructures hydrauliques ont élaboré 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Chaque scénario repose sur une hypothèse différente concernant la capacité d'Oralis à gérer cette crise et à adapter ses infrastructures et ses ressources en cas où.
Le premier scénario, le plus optimiste, suppose que les découvertes récentes concernant les cavités souterraines sous Oralis permettent de stabiliser le système hydrologique. Les équipes techniques, dirigées par Ibrahim Traoré, parviennent à localiser et à cartographier les cavités et à y dériver partiellement l'eau de la rivière Lumina. Bien que le débit de la rivière ne soit pas totalement rétabli, l'absorption de l'eau cesse et les réservoirs commencent à se remplir lentement. Dans ce scénario, les infrastructures hydrauliques sont réparées de manière ad hoc et les canaux d'irrigation reprennent progressivement leurs fonctions. Les régions périphériques, qui ont souffert de la défaillance du système, retrouvent une certaine autonomie en matière d'approvisionnement en eau et, bien que la croissance économique soit ralentie, la région parvient à éviter une catastrophe totale. Le deuxième scénario, plus incertain, envisage un échec partiel dans la gestion des cavités souterraines et une dégradation progressive du réseau d'infrastructures. Les efforts pour localiser et contrôler l'absorption de l'eau échouent partiellement, et la pression sur les réservoirs et les canaux d'irrigation demeure élevée. Les pertes agricoles continuent d'augmenter et les zones rurales peinent à se rétablir. L'eau est redirigée vers certains secteurs, mais l'approvisionnement reste insuffisant pour couvrir tous les besoins. Les perturbations sociales et économiques sont profondes et les tensions entre les districts augmentent alors que certaines régions commencent à rationner l'eau de manière stricte. L'incertitude sur l'avenir pousse le gouvernement à renforcer ses politiques de gestion de crise, mais les résultats sont mitigés. Le troisième scénario, le plus pessimiste, prévoit une aggravation rapide de la situation. Si les cavités souterraines se développent davantage et si la gestion des infrastructures échoue, la région pourrait connaître une perte substantielle de son approvisionnement en eau. Les réservoirs secondaires continueraient de se vider, les pompes autonomes ne parviendraient plus à fonctionner et le système de dérivation ne pourrait pas compenser la chute du débit. Les zones les plus vulnérables seraient confrontées à des pénuries d'eau sévères et la région pourrait subir des perturbations massives dans les secteurs agricoles et industriels. Dans ce scénario, les zones périphériques souffriraient d'un exode temporaire de leurs habitants, et l'équilibre socio-économique de la région serait gravement perturbé. La reconstruction des infrastructures hydrologiques prendrait plusieurs années, et le coût économique de la crise serait considérable. Chacun de ces scénarios présente des défis et des risques, mais ils offrent aussi des perspectives différentes pour la résilience d'Oralis face à cette crise hydrologique sans précédent. À mesure que la crise de la rivière Lumina s'aggrave, chaque groupe de la société d'Oralis réagit différemment face à cette nouvelle réalité. Les habitants, déjà confrontés à des pénuries d'eau, se trouvent dans une situation de survie quotidienne. La population des quartiers urbains doit s'adapter rapidement en modifiant ses habitudes. Les familles établissent des rotations pour se rendre au point de distribution d'eau et les enfants, autrefois insouciants, apprennent à gérer les ressources limitées. Dans les zones rurales, les défis sont encore plus grands. Les cultivateurs, dont les récoltes dépendent de l'irrigation de la rivière Lumina, sont contraints d'adopter des stratégies de survie, improvisant des canaux et des réservoirs temporaires. Mais les résultats sont loin d'être suffisants. Les autorités locales et les ingénieurs tentent de répondre à la situation, mais l'ampleur du défi dépasse leurs prévisions. Le gouvernement d'Oralis, conscient des tensions croissantes, appelle à la solidarité et à la coopération entre les régions, mais la situation devient de plus en plus tendue. Les gens commencent à se demander: combien de temps cela va-t-il durer? Quand pourront-ils retrouver une vie normale? Les incertitudes alimentent la frustration et le désespoir. Les secteurs industriels, eux aussi, sont durement touchés, notamment dans les régions où l'eau est essentielle pour les processus de fabrication. Les entreprises sont contraintes de réduire leurs activités, et certaines industries clés ralentissent leur production. La situation pousse les dirigeants à repenser les modèles économiques d'Oralis. Les entrepreneurs et les décideurs sont désormais confrontés à la question centrale: comment la région peut-elle se reconstruire face à une crise dont l'ampleur dépasse l'imagination? Loin d'être simplement une question technique, la crise de la rivière Lumina devient ainsi un défi existentiel qui touche chacun dans ses préoccupations les plus profondes: l'avenir, la survie et la résilience. Pour faire face à la crise de la rivière Lumina, un plan de récupération dans plusieurs étapes est mis en place. Le premier objectif est de stabiliser les infrastructures existantes, en particulier les réservoirs secondaires,
et les stations de pompage autonomes. Dès les premières semaines, une équipe d'ingénieurs se rend sur le terrain pour inspecter les canalisations et réparer les sections endommagées. Les stations de pompage sont réajustées pour fonctionner à une capacité réduite, mais elles restent un point crucial de la gestion de la crise. Les experts hydrologues mettent en place un suivi quotidien de la pression dans les nappes phréatiques afin de mieux comprendre la dynamique sous-jacente de la disparition de la rivière. Le deuxième objectif est de sécuriser l'approvisionnement en eau pour les populations les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales et périphériques. Le gouvernement d'Oralis met en place des rotations d'approvisionnement en eau pour les régions les plus touchées, en concentrant les ressources là où elles sont le plus nécessaires. Des systèmes temporaires de pompage sont installés pour acheminer l'eau vers les zones où les réservoirs sont à sec. En parallèle, des programmes d'éducation et de sensibilisation à la gestion de l'eau sont lancés dans les communautés, afin de maximiser l'utilisation efficace de cette ressource précieuse. Le troisième volet du plan vise à renforcer la résilience à long terme. Une équipe interdisciplinaire de chercheurs et de géologues est chargée de cartographier les cavités souterraines et d'évaluer les risques futurs. Des travaux de réhabilitation des infrastructures hydrologiques, en intégrant des technologies de surveillance avancées, sont prévus pour prévenir toute nouvelle crise de cette ampleur. Ce processus prendra plusieurs mois, voire des années, mais il est essentiel pour assurer un avenir durable à Oralis. Dans la vallée de Réthane, où la rivière Lumina autrefois serpentait, l'absence de l'eau se fait désormais sentir dans chaque geste quotidien. Les habitants, les cultivateurs et les familles ajustent leur vie à cette nouvelle réalité, où la routine autrefois fluide est désormais marquée par des compromis constants. Liora Nems, qui a vu la rivière s'évaporer sous ses yeux, se rend parfois au bord des anciens canaux pour observer le vide laissé par ce fleuve devenu mémoire. Les enfants jouent près des berges asséchées, apprenant à naviguer dans un monde où l'eau, autrefois un bien abondant, est devenue une ressource précieuse et rare. Chaque jour, les gens redéfinissent leur rapport à la nature et à la sécurité. Là où l'eau était une promesse de vie, elle est désormais un défi à surmonter. Mais au milieu de ce bouleversement, il y a aussi une force nouvelle qui émerge, celle de la résilience. Les habitants de Rétain, d'Enrel et des autres régions touchées trouvent des moyens créatifs de s'adapter, de se soutenir les uns les autres. La disparition de la lumina a changé leur perception de la stabilité. Dans leur lutte pour l'eau, ils redécouvrent les liens invisibles qui les unissent. La crise de la rivière, Lumina a bouleversé non seulement le paysage, mais aussi la manière dont la société d'Oralis perçoit ses ressources naturelles. Elle nous rappelle que la stabilité n'est jamais acquise et que la résilience se construit jour après jour. Alors que certains espèrent que la Lumina reviendra, d'autres commencent à comprendre que la véritable force réside dans notre capacité à nous adapter et à innover face à l'incertitude. À travers cette crise, Oralis se redéfinit, cherchant des solutions durables, non seulement pour restaurer ce qui a été perdu, mais pour bâtir un avenir plus résilient. La question n'est plus seulement de savoir comment nous récupérons, mais comment nous réinventons un système capable de résister à l'imprévu. Et vous, comment voyez-vous l'avenir d'Oralis face à cette crise? Quels choix pensez-vous être nécessaires pour assurer la durabilité dans un monde où tout peut basculer du jour au lendemain? Partagez vos idées, vos réflexions et vos actions avec nous. Ensemble, nous pouvons construire une résilience collective et redéfinir ce qui nous relie à notre territoire.